On repart, les amis. RTE, pas de temps à perdre. Donc, vous avez vu un peu les principales conclusions. Sinon, je vais vous les donner, d'ailleurs, parce que c'est quand même très... Donc, en gros, augmentation de 35% de la consommation d'électricité en 2050. Sur le nucléaire, j'ai pris, Julie, le scénario moyen d'RTE, parce qu'il y en a 8 des scénarios. On comprend bien pourquoi. 6. Ouais, 6. RTE fait de la politique. Mais il y en a un qui semble quand même le scénario moyen qui est privilégié. Donc, on prolonge l'intégralité des centrales jusqu'à 60 ans. On construit 14 EPR et plusieurs dizaines de SMR, 14 EPR. Pour le solaire, il faut faire x7, passer de 10 à 70 gigawatts. Pour l'éolien terrestre, c'est x 2,5, passer de 17 à 40 gigawatts, plus 10 gigawatts d'éolien en mer. Et ça c'est les chiffres en fait qui circulaient. C'est 1 000 milliards d'euros d'investissement sur 30-35 ans, va à 25 milliards d'euros par an. Donc on rajoute à notre doublement du salaire des profs. Sauf que là, il y a moyen quand même d'aller tirer de la rentabilité. Julie, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces scénarios RTE ? Il y a 3 choses. Le premier, c'est une base de fait qui est quand même assez intéressante parce qu'on voit bien que dans le débat présidentiel, c'est quand même très compliqué sur ces scénarios de transition énergétique d'arriver, d'avancer, de créer juste le débat sur une base de fait à peu près partagée. Ça permet d'objectiver le truc. Et il y avait besoin de cette mise à jour puisque électrification des besoins. On sait que de toute façon, la production électrique va devoir prendre plus de place. Et là, c'est quand même un travail de 2 ans, d'experts reconnus. Et je pense que c'était pour le coup une très bonne idée d'avoir cet élément-là posé dans le débat, dans le contexte où on est, avec la hausse du prix de l'énergie, avec le nucléaire qui a une place dans le débat présidentiel et qui aura une place dans l'élection. Donc déjà, je trouve que c'est un premier point intéressant d'avoir cette base de fait avec des scénarios posés sur la table sur lesquels on peut débattre. Tout à fait. Le deuxième élément, c'est évidemment l'évolution du mix énergétique. Alors c'est là où on parle de 2050. En réalité, il faut le faire quand même beaucoup plus vite. En fait, il faut le faire d'ici 2030, comme amorcer la pompe et de se dire renforcer la place de l'électrique dans notre mix énergétique qui est aujourd'hui à 63% carboné, et il faut le rappeler. Ouais. Après, il y a un truc qui est pour moi tellement mortifère dans le débat aujourd'hui, c'est l'opposition du nucléaire et des renouvelables, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu les frères ennemis alors qu'il n'y a aucune raison. Et ce que dit le rapport, c'est clairement, il faut agir sur les deux, mais il faut agir sur les deux à fond. Et RTE, tout RTE qu'il est, full nuke, c'est pas possible. Voilà. Bien sûr. Voilà, de toute façon, au mieux, ça sera 50% de nucléaire. Donc au moins voilà, ils le disent et ça, c'est posé. Et c'est un élément où j'espère que ça peut nous aider à sortir de cette espèce d'antagonisme mortifère, de se dire le nucléaire sont contre les renouvelables et les renouvelables sont contre les nucléaires. Et ce qui était la première réaction d'ailleurs de Jadot, de Pompili, de se dire... Pompili, elle fait la politique, mais Jadot, t'as vu, sa première réaction, ça a été de dire n'importe quoi, hop, et il met le rapport à la poubelle. Hein. Ouais. Et ça, c'est catastrophique. Et le dernier élément... dans le pied, je pense, en faisant ça. Ouais. Vas-y, Julie. Et le dernier élément, c'est quand même le point de départ qu'on oublie de dire dans tous ces scénarios, c'est 40% d'économie d'énergie qu'il faut faire. En même temps qu'on pousse le curseur et qu'on investit massivement dans le renouvelable et dans le nucléaire, il faut faire 40% d'économie d'énergie. Même moi, j'étais passé à côté de ça, dis donc. Oui. Et qui est dans l'hypothèse. En plus, dans l'hypothèse de base. Dans l'hypothèse de base, il y a en plus une efficacité énergétique qui... de l'ordre de 40%. Ils essaient de détailler sur le logement, etc. Mais faire ça, justement, sans casser ce qu'on veut faire à côté sur l'industrie, la relance industrielle, etc. Parce que on l'a bien vu, et c'est effectivement l'article de Christian sur la désindustrialisation, faire 40% d'économie d'énergie sans casser notre industrie, ou ce qui nous reste d'industrie, ou essayer de relancer, c'est ça le vrai défi, quoi. Alors, sur ce point, c'est un point clé, parce qu'effectivement, Julie l'a noté, mais ça a été très peu noté. Tous les scénarios sont faits sur la base d'une réduction de la consommation globale d'énergie de 40%. Même moi, j'étais passé au travers. J'avoue. Voilà, donc c'est le point central. Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur cette hypothèse, puisque aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que quand même, il y a une relation significative entre croissance et consommation d'énergie. Donc, la seule façon de s'approcher de cette baisse potentielle de la consommation d'énergie, c'est quand même d'agir massivement sur le logement, parce que le logement représente au moins 40% des émissions d'effet de serre. Donc, si on peut en plus réduire massivement les émissions du logement
de manière vertueuse en créant des emplois de façon massive, c'est un bonus extraordinaire. L'autre point, c'est qu'il faut quand même garder les chiffres en tête. Alors j'ai été stupéfait, je vous parlais de ce standard international d'analyse des émissions de CO2 dans le monde à l'horizon 2030-2050. Aujourd'hui, la France, en 2018, c'était 0,9% des émissions de CO2 dans le monde. En 2030, même en continuant au rythme actuel, on est à 0,6%. Mais l'Asie, en 2030, plus l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est 70%. Oui. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'au niveau mondial, il y ait un accord pour qu'on avance dans la même direction, parce qu'on ne peut pas avoir les Norvégiens qui relancent la production de pétrole et les Chinois qui ont autorisé 50 nouvelles centrales au charbon. Mais qui arrêtent d'en installer à l'extérieur. Voilà. Leur grande annonce, c'était qu'ils arrêtent de... Les Chinois arrêtent de faire des centrales à charbon hors de Chine. Voilà. Mais je rejoins Guy, c'est-à-dire que le point central, c'est quand même de comprendre, c'est absolument décisif, c'est que la réindustrialisation, c'est la numérisation et la robotisation du système productif. Ouais, quand vous dites industrialisation, les gens voient des aciéries, place de la Concorde ou promenade des Anglais. Donc il faut casser cette image. Voilà, l'industrie du futur, d'aujourd'hui et de demain, c'est une industrie totalement propre où vous pouvez manger par terre. Donc c'est les biotechnologies, c'est tous ces secteurs-là. Donc et ce qui est très important, la question de la formation est décisive parce que la réindustrialisation, c'est à la fois la réindustrialisation propre, c'est à la fois des filières d'isolation des logements, mais c'est des filières de formation dans le numérique, dans les biotechnologies, Repartons pas là-dessus. Dans tous les domaines. Moi, mon sujet quand même autour de ce rapport RTE, là, c'est donc effectivement, comme l'a dit Julie, c'est la question nucléaire. On a perdu énormément de temps quand même. Enfin, pour que, à un moment, effectivement, soit écrit noir sur blanc, ce qui est pour tous ceux qui connaissent un peu le sujet une évidence, c'est-à-dire que oui, il faut construire de nouvelles centrales. Et je trouve, moi, qu'on a perdu beaucoup de temps et qu'on a un président qui a énormément manqué de courage sur cette question. On revient à l'introduction, c'est-à-dire que franchement, dans notre pays, on voit toujours la politique du pire. Et comme l'a dit Julie, cette opposition entre le nucléaire et le renouvelable, c'est absolument catastrophique. Parce que, justement, ça ne nous permet pas d'avancer. Bon, j'ai le même exemple sur le numérique, où on sait que le numérique est consommateur à 4%, producteur à 4% de gaz à effet de serre, et donc on a Pitron qui nous sort l'enfer numérique. Alors, super bouquin, mais il est venu là, Guillaume. D'abord, je l'ai lu. D'ailleurs, je lui ai même proposé un débat parce que je trouve qu'il fait énormément de mal. Parce que la façon dont il aborde la consommation du numérique est extrêmement négative. Alors que notre profession est en train de se mobiliser pour devenir responsable. C'est l'inverse qu'il faut faire. Bien sûr, il faut être lucide. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'on était très fortement producteur. Mais on revient à la même chose, c'est-à-dire opposition entre la transformation numérique et l'environnement. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et je sais évidemment que je suis extrêmement minoritaire. C'est pour ça que je lui ai proposé un débat. Parce que je veux lui mettre le doigt, comme je l'ai fait avec Olivier Babot. Mais tu aurais mis le doigt sur quoi? Mais tu aurais mis le doigt sur tout ce que dit Guillaume. Alors, bon, d'ailleurs, allez retrouver l'interview. Il est venu ici. C'est un gars pour lequel j'ai une admiration profonde. Parce qu'en plus, alors pardon, juste je dis d'un mot, c'est un entrepreneur. Il autofinance tout ce qu'il fait quand même. Et c'est un boulot mondial énorme. Tout ce qu'il dit, c'est pour peu que les jeunes gens aujourd'hui de notre planète aient conscience de tout ce qu'il écrit, ils vont arrêter de changer de mobile tous les ans. Le geste le plus écolo-responsable que puisse faire aujourd'hui un jeune garçon ou une jeune fille, c'est ne pas changer de portable ou en changer tous les 3 ans plutôt que tous les 2 ans. Voilà. À 4 ans. Il ne dit rien d'autre. Ce n'est pas ça qu'on en tire. J'ai lu le livre avec beaucoup d'attention. Ouais. En effet, c'est un livre sérieux, documenté. Après, il dénonce les mensonges de la profession et un certain nombre d'études bidonnées. La promotion de la décroissance numérique. Voilà, c'est ce que je pense. Oui, tout le monde sort de là en disant que c'est une catastrophe.
Mais tu dis non. Mais c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est en pleine vogue. Le no-code, le low-code, tout ce qui tourne autour d'un ralentissement de la transformation numérique. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Tu as vu, Guy, quand même, parce que ça nous amènera sur Facebook, tu as vu quand même un certain nombre d'études, alors mondiales, donc t'es pas en cause, mais montées par la profession, totalement bidonnées, comme l'avait fait l'industrie du tabac à son époque, qui sont déconstruites dans le bouquin de manière magistrale. C'est-à-dire, il y a aussi, à un moment, nécessité d'objectiver ce débat. Voilà, il fait rien d'autre. Oui, alors, fait rien d'autre. Objectiver le débat en ne parlant que des mauvais côtés du numérique, ce n'est pas rendre service à notre pays. C'est tout ce que je dis. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience... Lui, il n'est pas là pour rendre service au pays, il est là pour amener des faits, quoi, pour faire son boulot. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Nous sommes tous responsables. C'est moi qui suis le journaliste qui rend service au pays. Quand tu as une montagne de gens qui t'expliquent les méfaits du numérique, après, ne t'étonne pas que tu n'as pas de jeunes qui ont envie d'y aller. On repart à la... Non, mais ça m'intéresse, mais c'est passionnant. Mais très bien, oui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, je passe pas tellement du coq à l'âne d'ailleurs. On a fini sur RTE, on a tout dit Non, mais moi j'ai une question pour Julie, très complexe, je ne sais pas si elle pourra répondre. On voit quand même que au cours des 10 dernières années, mais ça se coagule depuis 3-4 ans, il y a une conscience qu'il faut réussir simultanément la mutation numérique et environnementale. Et pour la vieille Europe, se réindustrialiser. Donc on voit quand même que ça monte dans le monde entrepreneurial. Alors il faut former, il faut expliquer. Mais j'ai l'impression que le politique, les classes dirigeantes ne percutent pas. Alors sur le plan de la communication, de la compréhension, vous avez une clé d'explication de pourquoi ce qu'on dit ici, qui semble assez raisonnable de notre point de vue, c'est pas quelque chose qui est sur la télé à 20h ou des choses. Voilà. Je sais pas, c'est une question très difficile. Attends, mais... Ce qui est deux choses différentes d'être dans la tête des gouvernants ou d'être sur la télé à 20h. Hein. Oui. Parce que je pense qu'il y a aussi un sujet de médias, pour le coup, sur ces questions-là. Donc il y a un Stéphane problème à la fois contre-dérapage, pas depuis assez longtemps pour se dire, enfin, juste, on n'en peut plus. C'est-à-dire des médias qui, de toute façon... premier truc, mais qui me frappe tellement, c'est pourquoi on parle toujours que du fait minoritaire dans ce pays, c'est-à-dire vaccination des soignants. Il y en a 15 000 qui ne veulent pas se vacciner, on va interroger un de ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Et tout est comme ça, tout le temps. Sur 1 200 000 soignants. Voilà, non mais toujours. Et c'est tout le temps parler du fait minoritaire, des contestataires du coup, et des gens qui souffrent, parce qu'on a quand même toujours une conscience dans ce pays qu'il faut écouter les victimes. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet dans le contenu des médias aujourd'hui et une vraie responsabilité aussi de parler. Vous êtes là, les amis. C'est pour ça que Stéphane a créé Bismarck. Alors, créé Bismarck, non. Mais en tout cas, cette émission quotidienne où on ne parle pas du fait minoritaire, justement, oui, elle est faite pour ça. C'est relativement rare pour être souligné. Et alors, et à l'intérieur du monde politique, pourquoi on a l'impression qu'ils sont 20 ans en arrière par rapport aux transformations qui sont à l'œuvre et qui accélèrent en plus? Vas-y, Julie. Moi, je pense pas. Je les vois pas 20 ans en arrière dans leur tête, dans la perception des sujets. Je pense qu'il y a mais dans les politiques qu'ils proposent. Je pense que c'est l'affaiblissement de la politique publique. C'est d'arriver à faire bouger les lignes, faire bouger l'administration, d'engager des choses qui sont structurantes et qui ont du poids. C'est-à-dire qu'une espèce d'éperdition d'énergie complètement folle entre ce qu'on peut décider, la vision qu'on peut avoir en haut et ce qui arrive en termes sur le terrain, avec quelle efficacité, quoi. Parce que, Christian, franchement, je le dis avec beaucoup de franchise, le discours de Macron 2017, c'est ce que tu dis, Alors pourquoi est-ce que le discours de Macron 2017 n'est plus le discours de Macron 2021? C'est la première question. Deuxième question, c'est il a augmenté fortement la dépense publique, mais il n'a pas mis les milliards sur les sujets dont on parle. Mais tu as un plan, il démarre un plan à 57 milliards. Il a disparu. C'est-à-dire, alors j'ai pas eu le temps de faire le boulot, mais j'ai lu notamment dans les Échos 2-3 phrases quand il a lancé son plan à 30 milliards, qu'en fait Bercy est incapable de dire où sont passés les 57 milliards du premier plan économie du futur lancé en 2017.
Et Ensuite, il y a les PIA avant, Mais lancés évidemment, par mais Sarkozy, évidemment. continués par Hollande. exactement. Ouais, c'est ça. Mais on a un sentiment d'arroser le sable, quoi. Et il en reste des dizaines de milliards du plan d'investissement d'avenir de Sarkozy. Après, tu as des tas de plans sectoriels qui ont été lancés. Plan investissement d'avenir, après le rapport de notre ami, là, candidat à la mairie de Paris, là, avec l'araignée. Comment il s'appelle, notre médaille À l'araignée. Cédric Villani. Voilà. Hein Cédric Villani. Voilà, après le plan Villani, tu as Tu as une des applications magnifiques qui est le Health Data Hub. Oui, mais tu comprends. Oui, mais Et effectivement. c'est ce que dit Julie, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu as une espèce d'inertie profonde. Alors comment on casse ça? Mais j'en sais Sinon, on rien, va moi. crever, quoi. Tu Ah non, vois, on avait dit qu'on ne faisait pas ça, Christian. On a dit on qu'on finit ne faisait toutes les émissions comme ça, tu vois. C'est ça qui est Non, mais comme terrible. quoi, ce n'est pas uniquement une question d'argent. Oui. C'est pour ça que j'insiste Ouais, sur ouais, la bien sûr. culturation. Hein. Si Non, tu as- puis d'énergie vitale dans le pays, c'est Oui, là où mais tu as raison. Guy. si tu as une ambiance qui dit la transformation numérique c'est négatif, personne ne va vouloir y aller. Et c'est ce qui est en train d'arriver. T'as raison. Et voilà, c'est tout ce que je dis. Je vais Il y a faire pas de jeu. disparaître la vidéo de Guillaume Pitron Voilà. du site de Non, mais, Bismarck. en revanche, je peux discuter avec lui. Si tu n'auras pas de jeunes qui vont choisir ces métiers, tu n'auras pas de patrons qui feront de la transformation. Chaque patron va se dire ah, si je fais du numérique, de la robotique, c'est suppression d'emplois, déshumanisation et production de gaz à effet de serre. Ok, je vais faire autre chose. Et je vous dis, je le répète, je suis très minoritaire, mais je le répète, il est temps de changer l'image que nous donnons de la transformation numérique dans notre pays et de le réconcilier avec l'environnement, comme par exemple le fait le Syntec. Comme le fait Elon Musk. Comme le fait Elon Musk. Maintenant, oui, non, mais là, c'est une profession qui s'engage en faisant Planète Tech Care, c'est-à-dire qu'on s'engage tous à chercher des moyens de réconciliation entre la transformation numérique et l'environnement. Et ça, alors, Julie, tiens, puisque on écoute, c'est-à-dire, tu vas me dire oui, parce que tu es associé à un certain nombre d'entre eux, mais tu vois, quand tu as un groupement professionnel comme ça, qui prend des engagements sur la planète, on écoute ça encore, je veux dire, ça a de la résonance dans l'opinion publique, ça peut fonctionner, ou ça passe comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça aura 1 minute sur la journée dans les médias, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a eu beaucoup de fausses annonces qui démonétisent les annonces, quoi. Exactement. Beaucoup, hein. Et le Climate Finance Day hier était encore un exemple. C'est-à-dire à un moment, sur la finance durable, typiquement, enfin, même les journalistes qui suivent la finance, à un moment, on ne sait plus que penser des annonces, quoi. Exactement. Sauf à regarder des chiffres, et à un moment, tout d'un coup, tu vois le chiffre global et tu dis, mais c'est une blague. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a je trouve un vrai risque de rendre tous ces engagements très concrets. Et voilà, et qui soient, et pour être audibles, mais c'est de plus en plus difficile de les faire entendre et de les faire, de les faire vivre et de les faire exister. Ça, En tout c'est cas, sûr. chez Open, et je dirais que c'est l'engagement qui est général dans la profession, nous avons mis des indicateurs sur toutes les parties de notre plan stratégique, de Green IT ou de IT for Green. C'est-à-dire qu'il y a une préoccupation sur la conception de nos développements qui soient éco-responsables, sur la réutilisation de nos ordinateurs, sur Mais la il faut production... mettre- Et c'est audité par un tiers extérieur. Ouais. Alors oui, bien Non, sûr, on Audité, est avec le... et moi je pense qu'aujourd'hui, Ecovadis, quel que qui soit... fait ce boulot. Hein. D'ailleurs, on a une assez bonne note qu'on cherche à faire progresser. Je pense qu'en matière d'aujourd'hui, sur ces sujets-là, le dirigeant, il peut avoir les meilleurs engagements du monde, la meilleure stratégie et la plus pertinente s'il ne travaille pas avec ses parties prenantes. Vous devriez inviter Guillaume Pitron à votre comité de parties prenantes. Mais il veut Je débattre pense avec qu'il faut absolument avoir des contradicteurs avec soi pour avancer et pour être crédible aussi. Bien sûr, mais Julie, je ne conteste rien de ce que dit Guillaume Pitron, moi. Hein. Tu vois, Ouais. c'est ça, je ne suis pas en train de sous-estimer le problème. Je dis juste, il faut arrêter d'être à charge comme ça. L'enfer numérique, son titre, mais c'est une Il horreur. conteste rien, il veut juste détruire le bouquin. Ah ouais, c'est une horreur, c'est une horreur. Non, mais je conteste pas. En plus, je serais mal placé parce que quand on voit Alors, le boulot attends, qu'il a non, mais fait, hein, Il nous c'est reste, pas attends, parce que tout ça est passionnant, mais je voulais quand même. Alors, on en a discuté aussi un tout petit peu avant que tu arrives, et donc tu n'as pas encore eu le temps de lire. Je ne sais pas si toi, Julie, tu as eu le temps, si toi, Christian, tu as eu le temps. Lire donc ce que publie le quotidien Le Monde. En fait, c'est un groupement de journaux. Donc, l'histoire, c'est qu'en fait, un certain nombre de documents issus de Facebook ont été donnés au Wall Street Journal, je crois par un congressiste d'ailleurs, américain. Et que le Wall Street les a lui-même, comme on fait maintenant les papers avec une série de journaux. Et on apprend globalement, et moi je voulais le sentiment d'un homme du code,
Voilà, c'est ça. Facebook dépassé par la machine qu'il a créée. Donc, tu as des documents en interne où les gars disent on ne sait pas ce qui se passe. Ils racontent une vidéo porno soft en Inde qui s'est retrouvée au sommet des fils d'actualité. On ne sait pas pourquoi. Eh ben, l'homme du code, le pape du numérique, le défenseur du numérique dit qu'il y a des limites et qu'il faut que l'humain garde le contrôle du numérique. Voilà. Est-ce que c'est possible ? Mais bien sûr que c'est possible. Le RGPD en est un exemple. Voilà le RGPD, un règlement qui a été énormément critiqué et qui aujourd'hui est entré dans nos mœurs et qui permet de contrôler l'usage de nos données. Eh bien, on n'a qu'à faire la même chose pour l'intelligence artificielle, on n'a qu'à faire la même chose pour les algorithmes. Mais ça va trop vite, ça veut dire qu'il faut tout ralentir. Vas-y, Julie. Oui, parce que là, c'est pas vraiment l'usage de la donnée, là, c'est sur les algorithmes. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a ce genre d'informations où on se dit ils ont un peu perdu le contrôle, quoi. Et donc, il faut le contrôler. Mais oui, mais est-ce que c'est possible ? Mais bien sûr. Et RGPD permettrait de contrôler ça ? Non. Allez, on est d'accord. Le modèle du RGPD qui est aussi une régulation et un contrôle, on peut très bien faire la même chose. D'ailleurs, l'Europe est en train de le faire sur l'intelligence artificielle et par conséquent sur les algorithmes. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas cette automatisation débridée et totalement autonome. Je suis contre ça, quelle que soit ma défense du numérique. Ça veut dire qu'on ne laisse pas je ne sais pas combien, je n'ai pas le chiffre en tête, je l'avais pour YouTube, mais sans doute des centaines de millions de vidéos qui sont postées tous les jours sur Facebook. Donc, impossible à regarder et à classer par des êtres humains. Et donc, on ne laisse pas faire ça. Je suis pour qu'on régule ça, qu'on contrôle ça, qu'on soit responsable. Je suis le patron de Facebook, je suis responsable de ce qui s'y passe. Je ne veux pas laisser n'importe quoi s'y faire. Alors, ça va me diminuer mon business. Ah oui, c'est sûr. Ça va me diminuer le nombre de mes utilisateurs, c'est sûr. OK, mais c'est la vie. Il faut qu'on soit responsable. Si on veut justement qu'on ait une transformation numérique apaisée, sereine, équilibrée, mixte, juste, il faut être responsable. Tu disais, Christian, c'est le truc qui t'inquiète le plus, Facebook, de l'ensemble des... Quand on regarde les GAFAM, alors Google, il y a des questions sur les logiciels derrière, mais enfin, on comprend à peu près le projet stratégique de Google dans la transformation numérique. Amazon, c'est assez clair aussi. Quand on prend Microsoft, c'est clair également. Pour Apple aussi, on comprend de l'extérieur ce qu'ils essayent de faire. Le seul GAFAM pour lequel on n'a pas de vision stratégique claire, à part le métaverse, qui est le projet annoncé par Facebook, c'est un projet stratégique qui est au fond très inquiétant parce qu'il s'agit pour Facebook de manager des quantités phénoménales de données, mais sans qu'il y ait de vision claire de l'apport qui est fait à la population par cette orientation. Le fameux sens oui, mais pas seulement, donné à son action. C'est pas seulement le sens moral, c'est aussi le sens stratégique. Ouais. C'est-à-dire quel est le bénéfice net de ce que fait Facebook, en fait. On voit le bénéfice net de ce que fait Apple, on est pour ou contre, mais on voit le bénéfice net de ce que fait Amazon. On ne voit pas le bénéfice net de ce que fait Facebook. Donc, de ce point de vue, moi, je vais au-delà de la réglementation. Je pense que c'est un grand sujet de l'antitrust. C'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question de l'organisation stratégique de ce groupe, et je pense qu'on a laissé Facebook croître beaucoup trop rapidement et qu'il va falloir, comme on l'avait fait à la fin du 19e siècle, casser l'entreprise pour séparer WhatsApp, pour séparer les autres applications et faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution, parce que mais même là, c'est au WhatsApp et Instagram, la seule machine Facebook. Ça n'adresse pas le sujet de Stéphane, c'est juste. Moi, je suis d'accord aussi, mais ça n'adresse pas son sujet. Tu sais, tiens, un autre. Au sein de Facebook, ils peuvent continuer, même s'ils sont... Oui, mais juste, ça éviterait de polluer Instagram et de polluer WhatsApp par le fonctionnement de Facebook. Oui. Bon, mais ça ne répond pas complètement à ta question. Je le racontais il y a 2 jours, donc pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais ça me fascine. Donc, ils font des tests en interne, encore une fois, ce sont des documents qui sortent de Facebook. Ils créent le profil d'une mère de famille, donc un faux profil d'une mère de famille de Caroline du Nord, qui va à la messe, catholique bon teint, sympathique, etc. Tout va bien. Au bout de 5 jours,
elle se retrouve submergée par les complotistes, QAnon, l'ensemble de ceux, Apocalypse, l'Apocalypse est pour nous, elle arrive. Les évangélistes. Donc, il y a Et ça, eux-mêmes, il y a ça les effraie. C'est-à-dire qu'en fait, les ingénieurs écrivent en toutes lettres que... Comme Oui, le alors, nombre, c'est effrayant. comme le Voilà. nombre de faux comptes, de doubles comptes, effectivement, où sur les abonnés de Facebook, le nombre de personnes qui, en fait, ils sont pas capables de tracer, qui ont plusieurs profils et qui, voilà. Enfin, sur le point que tu viens d'évoquer, Stéphane, Guy me corrigera, mais enfin, malgré tout, là, on n'est pas dans la boîte noire. Ils Eux ont disent mis, qu'ils ne savent pas des pourquoi. indices Oui, dans mais ils sont- les logiciels qui font que si tu es catholique de Caroline du Nord, Oui. on va te balancer Oui, tous mais les ils sont trucs mais sur en fait, QAnon. Ah, ce qui est En fait, intéressant, lisez c'est le que c'est truc, des ils sont notes internes. débordés Ils sont par leurs débordés. Oui, indices. voilà, Voilà. c'est ça. Ils n'arrivent plus. Donc, ils expliquent, pardon, hein, j'explique tout ça, mais allez le lire dans Le Monde, c'est incroyable. Ils expliquent qu'ils ont un certain nombre de sécurités, justement, de coupe-circuit, un petit peu comme sur les marchés. Quand un contenu prend beaucoup trop d'importance, alors on le dégrade de 20%, de 30%, de 50%. Sauf qu'en fait, les contenus parfois prennent une telle importance que même en les dégradant de 50%, ils sont encore beaucoup plus importants. Oui, mais enfin, que je les reviens à ce que disait Guy, là. Si tu peux dégrader, mais si tu as laissé la machine naître et croître, tu ne peux plus contrôler. Je reviens sur ton exemple. Quelque part, il y a quelqu'un qui a dit que si tu es catholique de Caroline du Nord, tu seras intéressé par QAnon. Voilà. Si tu casses ce lien, eh ben, la femme de Caroline du Nord ne sera pas abreuvée par QAnon. Mais Presque, comme- ça va Vas-y, être vas-y. intéressant sur la com de crise de Facebook, parce que jusqu'à maintenant, à chaque crise, et ils en ont eu quand même des sévères et des graves, Zuckerberg était dans l'exercice de contrition parfait. Mais il n'y avait pas cette dimension de vous saviez. En fait, vous savez, et là, ce qui est, voilà, c'est comme l'histoire de Total qu'on découvre 40 ans plus tard. Bon, on s'en doutait évidemment, mais là, Facebook, c'est la première fois qu'on a tous les éléments pour dire, mais en fait, vous savez tout ça, et malgré tout, vous continuez, quoi. Ouais. Et vous agissez comme si de rien n'était. Donc, ça va être intéressant de voir s'il reste complètement dans l'exercice de contrition, parce que souvent, quand on le voit au Sénat ou en audition, c'est un petit garçon qui s'excuse en regardant ses chaussures en disant, vous savez, on est très jeune et on apprend. Et là, ça va être compliqué. André Le Scruc-Pietri nous disait lundi que, justement, Metaverse, il y a quand même une coïncidence entre ce qui est en train de se passer et tout à coup Metaverse qui revient à la une et des dizaines de milliers d'emplois. Et y compris en Europe. 10 000 emplois en Europe. 10 000 emplois en Europe. Oui. Tu vois, voilà. C'est un exercice de com. Peut-être, j'en sais rien. Oui, mais... de com de crise. C'est un exercice de com de crise pour dire on va parler d'autre chose. Ça ne veut pas dire que Metaverse ne va pas arriver, mais que ça sorte maintenant et que ça se traduise par des emplois annoncés, c'est de la com de crise pour essayer de faire un contre-feu. Ouais. Surtout que faire comme T'aurais conseillé ça, toi Julie Là, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont aussi d'un peu débordés par la boucle de ce qui est en train de sortir. Ouais, quand je même. crois. la Donc, femme qui ça il y suffira a pas. quelques semaines a... Claire Hudgens, c'est elle qui est au début de tout. Voilà. Et ils l'ont prise à la légère. Et là, c'est une déconstruction de l'intérieur qui leur fait beaucoup de mal. Vous savez ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, je vais peut-être me redire, mais Vas-y, me répéter, mais en fait, le numérique, c'est en train de devenir comme le tabac, comme le pétrole, etc. Les secteurs voilà, où il y a du lobbyisme, où on fait de la com de crise, tout ça. Alors que ça ne devrait surtout pas être le cas si on veut se préparer à notre avenir. J'ai pas eu le temps de te parler de Thales Google. On peut en rajouter aussi, hein. Non, mais non, parce qu'on est au bout. Parce Non, qu'on mais est au bout, Thales bah, vous Google, reviendrez. pour moi, c'est plutôt vertueux à l'inverse. Ah, t'es d'accord avec cette alliance, toi aussi Oui, pourquoi Ah, bon, bah non, mais on n'a plus le temps. Bon. Je peux pas dire Non, bah, une pourquoi, autre il nous fois. reste 30 secondes. Ou alors en 30 secondes. Non, mais en 30 secondes, les trois grands acteurs américains, Google, Amazon et Microsoft, ont pris 60% du marché mondial du cloud. Donc c'est quasiment irrattrapable. En revanche, si on veut protéger nos données, la seule façon de le faire, c'est en faisant du cryptage, avec plusieurs couches de cryptage. Et Thales est un des acteurs mondiaux les plus forts dans ce domaine. Donc une alliance des deux fait sens. 30 secondes. Parfait, c'est merveilleux. Les amis, on se retrouve demain pour un autre débat.